Bonjour, bonjour à tous et surtout bonjour à notre invité d'aujourd'hui, Eric Oesley. Eric Oesley était journaliste, mais pas n'importe quel journaliste, un des grands journalistes que la Suisse romande a produit au cours des 50 dernières années. Votre dernière grande fonction dans un journal, c'était ni plus ni moins rédacteur en chef du Temps, le Temps qui se veut l'équivalent en Suisse du Monde en France. Vous êtes aussi surtout connu en Suisse pour vos travaux sur la Russie. Vous êtes reconnu comme étant un des grands experts occidentaux sur la Russie et qui n'avez pas peur de dire ce que vous pensez de la Russie d'une manière réaliste, d'une manière pragmatique, et sur votre immense expérience tirée de dizaines, centaines de voyages que vous avez effectués en Russie. De ces voyages, vous avez aussi pour écrire 2 livres qui sont essentiels pour qui veut comprendre comment la Russie est devenue la Russie d'aujourd'hui. L'un traite de la conquête du Caucase, le deuxième traite de la conquête de la Sibérie. Éric Ozy, c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous en ces moments d'histoire. C'est surtout un grand plaisir. Merci à vous. On est dans les jours de Davos. On a vu le président américain Donald Trump arriver à Davos comme une majesté, comme l'empereur du monde, certainement quelqu'un qui se considère comme plus que l'empereur du monde, l'empereur de l'univers. On a vu une servilité, qu'est-ce qu'il faut lire, touchante, presque touchante, moi je trouve, auprès des dizaines et des dizaines de milliards qui étaient représentés dans la salle et de tous les leaders politiques. Heu, Donald Trump a saisi l'occasion de sa présence à Davos pour créer quelque chose de complètement nouveau qui s'appelle le Board of Peace, un bureau de la paix ou un conseil d'administration de la paix dans le monde, qui reprend exactement d'ailleurs dans sa formulation les tâches du Conseil de sécurité. Est-ce qu'on vit à un tournant historique, disons plus vu depuis la Deuxième Guerre mondiale ou depuis la chute du mur? Est-ce que ce tournant historique, d'abord, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer après Trump? Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors moi, j'ai effectivement le sentiment que la période que nous vivons est pas du tout et n'est plus du tout une période, on va dire, d'évolution ou de transition. Là, nous sommes entrés vraiment dans une période de bouleversement et de rupture. Le mot qui me vient vraiment à l'esprit, c'est rupture. C'est la journée d'hier, celle d'aujourd'hui, peut-être aussi, à Davos, quelque part, sont devenus un tout petit peu un symbole de ce bouleversement. Qui s'exprime vraiment par tout d'un coup une, reconnaissance de nouveaux rapports de force, dans le monde. C'est vraiment un autre monde là qui s'offre à nos yeux et on voit dans le public et en particulier chez les hommes politiques, chez les experts aussi en général, toutes sortes de réactions face à ce disons à ce bouleversement total des habitudes. Il y a des gens qui s'accrochent à ce qu'était l'ancien monde, qu'ils aimeraient le voir revenir. Ils prient quelque part pour que nous retrouvions ça. D'autres sont totalement perdus, position d'ailleurs assez compréhensible parce que disons le choc là est extrêmement fort, par rapport à ce qu'on avait connu et puis on voit ici ou là, se dessiner quelques, nouvelles attitudes, de nouvelles postures, sans qu'on puisse vraiment encore aujourd'hui, définir ce que sera le monde de demain. Vraiment moi j'ai le sentiment de vivre là une période, extrêmement intense de changement historique. On peut dire que maintenant, chaque jour, même plusieurs fois par jour, on a le sentiment que le feuilleton avance. Parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Donc c'est encore difficile de s'y retrouver, mais il fait plus de doute que nous ne sommes plus dans le même monde qu'il y a même une année. Alors, Alors la vous question qui me brûle les lèvres après, c'est de savoir, est-ce qu'on va vers une espèce de nouvelle union sacrée autour de quelques grands pôles, grandes puissances qui auraient leur manière de travailler entre eux? Et je pense évidemment à la Russie et la Chine, qui toutes 2 ont été invités à participer à ce nouveau machin, le nouveau conseil de la paix de Donald Trump? Ou est-ce qu'on ira vers davantage de scission entre un pôle, disons, autour de Trump, autour des Américains, pays qui ont signé aujourd'hui la charte de la paix, charte de Trump paix, comme on peut l'appeler, et surtout des petits pays, obligés des États-Unis, à part quelques pays comme la Turquie, qui ont certainement d'autres réflexions dans leur tête, qui pensent que c'est dans leur intérêt de se rapprocher de Trump, mais certainement avec d'autres ambitions stratégiques. Et puis de notre côté, on a 2 grands pays qui ont été invités,
les 2 autres puissances et on attend toujours leur réaction. Que vont faire la Russie et la Chine? Alors, moi je pense qu'effectivement il y a plusieurs aspects à ce nouveau, conseil de la paix, hein. La première chose qui me frappe, c'est que on nous l'avait présenté quand même tout de même comme une sorte de d'organe chargé de, régler et de gérer la crise du Moyen-Orient. On est frappé aujourd'hui dans le texte et la définition de ce conseil de la paix de voir qu'il y a pas un mot sur Gaza. En réalité, on est effectivement dans une sorte d'institution, nouvelle qui est censée un tout petit peu, parrainer ou gouverner le monde avec, à sa tête, une sorte de maître, de majesté, impériale qui est le président américain, Il faut peut-être, si je peux juste interjeter, selon la charte, Donald Trump est élu président à vie et à il a le droit vie. de veto sur toutes les Voilà, décisions voilà. et il peut prendre des résolutions tout seul. Voilà. C'est en fait une sorte de définition du monde par Donald Trump et donc la première chose qui me frappe, c'est ça, c'est qu'on a déjà changé, on a déjà, on va dire, fait entre les premières discussions autour de ce conseil de la paix et ce qu'on voit aujourd'hui. En ce qui concerne, en tout cas la Russie, ce qui est tout à fait évident, c'est que cette définition de la gestion du monde est extrêmement éloignée de la doctrine dominante aujourd'hui, à Moscou avec, l'idée d'un monde, multipolaire, avec, le refus absolu et intransigeant de l'unilatéralisme. Et hier encore d'ailleurs, Vladimir Poutine, dans une déclaration, a très clairement indiqué qu'il s'opposait à cette idée, que, une puissance puisse, par elle-même, toute seule, diriger le monde et à intervenir là où ça lui plaisait. Sur le fond, le russe ne fait aucun doute. Il n'y a pas du tout de sympathie pour, cet organe. Le deuxième point, c'est que comme, vous venez de le mentionner, c'est une sorte on va dire, de contournement des Nations unies et du Conseil de sécurité. Il va sans dire que pour la Russie, qui dispose d'un privilège extraordinaire avec, son siège permanent au Conseil, l'idée de se retrouver dans un agglomérat de gens qui ont payé 1 milliard pour, s'installer et où tout le monde serait égal, sauf la superpuissance, est totalement contraire aux vues des Russes. Je pense qu'on peut en inférer d'ailleurs que les Chinois seront pas loin de cette position, également. La question évidemment intéressante, c'est que, du point de vue de la situation actuelle, c'est-à-dire de l'aspect tactique et de ce qui se passe autour de la crise ukrainienne, les Russes peuvent pas se permettre simplement d'envoyer le papier à la poubelle et cherche à garder les faveurs de Donald Trump, dont ils connaissent la vanité, et le goût de la flatterie. Donc on voit qu'ils ont tenté de jouer d'un côté en disant: «On va réfléchir, on va voir», c'est déjà une manière de dire non. Puis, de l'autre côté en disant: «Mais pour le milliard, alors on est d'accord de le payer. Merci de le prendre sur les fonds qui ont été, saisis aux États-Unis et puis vous pouvez les en disposer pour, notamment la reconstruction, dans la zone de Gaza». Donc, voilà, c'est une position que je dirais assez typique, de ce qu'est la Russie aujourd'hui, entre les principes, la stratégie, la doctrine qui restent ce qu'elles étaient, il y a depuis quelques mois, disons l'évolution de la doctrine posée par, Vladimir Poutine et la tactique qui est due à l'importance du conflit ukrainien pour la Russie. Là, des fois, c'est cette espèce de double discours qui peut paraître, assez étrange. On l'a vu C'est c'est, on l'a vu à c'est d'autres reprises sur la Venezuela et cetera, donc voilà, c'est chaque fois un peu la mais même. là, les Russes font de l'humour, non? Ils se moquent de Trump en disant: «Bah, écoutez, vous avez volé notre argent, c'est ça». Oui, alors, oui et non, parce que, il y a des discussions assez sérieuses sur, finalement l'affectation, des fonds qui ont été saisis, par les États-Unis. Là, on parle de la partie, des fonds gelés aux États-Unis, hein. L'essentiel n'est en fait pas aux États-Unis, l'essentiel, comme on l'a vu récemment dans l'Union européenne et en particulier en Belgique. Là, il y a une partie qui se retrouve, il y en a une partie au Japon aussi, il y a une partie en Grande-Bretagne et là, la partie, on parle de la partie américaine. L'idée, grosso modo, des Russes, c'est d'utiliser cet argent qui est maintenant indisponible, favoriser, d'une part, l'évolution de la solution sur le conflit ukrainien et puis maintenant, on leur fait un petit cadeau au passage, à Trump, disant: «Bah, pour la reconstruction de Gaza, on est prêt à mettre aussi un milliard». En fait, quand même une trace aussi de la discussion, celle-ci sérieuse, qui a lieu aujourd'hui autour des problèmes de réparation et de reconstruction en Ukraine et qui était certainement l'objet principal de la discussion aujourd'hui entre Zelensky et Donald Trump, qui visiblement a assez mal tourné. Alors, vous avez
évoqué tout à l'heure le fait que le monde change désormais, tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. Vous parlez maintenant de la Russie, de cette tentative du Board of Peace de Trump. Ça n'est pas la Russie qui, en attaquant l'Ukraine, a, précipité le monde dans lequel on vit et non pas Trump. En prenant de court pratiquement la totalité des gouvernements et des analystes, il y a évidemment, il faut le dire, il y a des analystes et des gens qui avaient vu la possibilité de cette attaque, mais la plupart des gens ont été pris de court. Est-ce que c'est pas de cette façon-là que Poutine et la Russie ont, précipité la fin, de l'ordre mondial tel qu'il existait depuis 45 et ouvert la porte à un ordre nouveau qui n'est pas encore défini et que Trump aujourd'hui essaye tant bien que mal de redéfinir à son avantage? Alors, mon sentiment est double à cet égard. La première chose, c'est que je ne crois pas, du tout que, Vladimir Poutine ait imaginé que cette guerre allait se dérouler comme elle se déroule. Il a lancé une opération, on va dire, qui était une sorte de prolongation, d'expériences précédentes, du côté de la Crimée en 2014, de la Géorgie en 2008, mais on pourrait même y ajouter, l'intervention en Syrie qui est, extrêmement bien réussie en 2015. L'idée que finalement on peut, en fait, précipiter un peu le cours des choses et obtenir par la force ce qui a été difficile d'obtenir ou impossible d'obtenir par la négociation. Dans le cadre du conflit ukrainien, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un long contentieux, un long conflit, dans lequel la Russie se retrouvait en fait, sans avec l'impression qu'il n'y avait pas d'autre issue que la guerre. Personne n'y croyait, personne, enfin personne ou presque personne n'y croyait parce que, le sentiment qu'on allait déclencher une guerre, finalement en Europe pour obtenir quelque chose de ce genre-là paraissait totalement, inconcevable. Mais je ne crois pas que cette guerre a été conçue pour, durer, 4 ans. Je dis en passant, la guerre d'Ukraine démarrée en février 2022 a duré pour la Russie, dure maintenant pour la Russie, sur une période plus étendue Que que la la guerre deuxième guerre de mondiale, hein. la La Grande Guerre deuxième guerre mondiale patriotique. la deuxième guerre mondiale dans la partie européenne. La question du Japon, se posait un peu différemment, une sorte d'addition, a posteriori pendant l'été 1945. Mais historiquement, ça veut quand même dire quelque chose, hein, pour la Russie, de se retrouver là avec une durée pareille. C'est une des longues guerres que la Russie, aura connues. Évidemment que symboliquement, c'est aussi assez difficile à porter. Je ne crois pas du tout qu'il l'ait imaginé au départ comme un coup de boutoir dans l'ordre international. Maintenant que, on va dire, les choses ont finalement, basculé de manière très imprévue et ont provoqué des modifications de l'ordre international, ça, en partie, c'est certain. En même temps, la cause première, j'ai l'impression, de la situation dans laquelle on se trouve, tient plutôt à l'évolution générale du rapport de force et du rapport de force, économique. Je le caricaturerai un peu comme ça, mais mon sentiment, c'est que on a vécu dans un monde dominé par les occidentaux depuis maintenant, 2 siècles, au moins, et que finalement cet Occident qui, notamment après la deuxième guerre mondiale, a imaginé les règles du jeu, se trouve face à des joueurs qui jouent mieux qu'eux, qui ont des meilleurs atouts et qui peuvent gagner, la partie, alors même qu'ils respectent les règles du jeu que, les occidentaux ont fixées. Je le dis de manière un peu caricaturale, un peu grossière, mais c'est un peu cette évolution qui se produit et tout d'un coup là, il y a une réaction notamment du leader, historique que sont les États-Unis qui, voient que s'ils veulent garder leur leadership, ils ne peuvent pas rester dans ce cadre, dans le cadre traditionnel. L'expression de ça, c'est Donald Trump. Ça aurait pu être autre chose, ça peut être quelqu'un d'autre et ça sera certainement quelqu'un d'autre encore après lui. Le changement auquel on assiste, c'est évidemment un changement plus profond encore que Donald Trump. C'est pas juste qu'on a tout d'un coup un clown qui, ou un personnage irrationnel qui aurait surgi de nulle part et qui tout d'un coup arrive à Davos et nous fait le show, grotesque qu'on a pu voir hier. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et on sait bien que maintenant, après Donald Trump, on aura quelque chose de différent aux États-Unis. On aura quelque chose qui sera peut-être pas aussi justement, caricatural, mais fondamentalement, les forces ont complètement changé. Évidemment, c'est ce bouleversement de l'ordre est très difficile à surmonter pour les Européens, qui sont, je pense, aujourd'hui, certainement parmi les premières victimes de ce grand changement et de ce grand chambardement. À l'époque où la France est dirigée par un monsieur Lecornu, ça éveille évidemment des analogies sur la manière dont l'Europe peut se sentir trahie par le grand allié américain. Est-ce que ce Board of Peace est une réponse
aux BRICS et à la constitution d'un groupe non occidental qui recoupe plusieurs grands pays de ce qu'on appelle le Sud global avec les mastodontes que sont la Russie, la Chine et l'Inde? Et est-ce que finalement, un des objectifs de Trump, outre vider l'ONU de sa substance, c'est pas aussi de créer des divisions et d'essayer de faire imploser les BRICS? Alors, je pense que ça fait certainement partie, effectivement des objectifs, assez logiques et tout à fait énoncés explicitement par Trump, qui a plusieurs fois évoqué le fait que l'idée, par exemple, d'une, dédollarisation de l'économie mondiale, il est finalement quelques axes à ça. La première chose, les États-Unis sont les plus forts, ce qui est clair aujourd'hui, et doivent le rester. Ça, c'est plus difficile. Et deuxièmement, il s'agit de le mener à la manière du grand business. Donc là, on crée un conseil d'administration quelque part, le conseil d'administration du monde avec un actionnaire permanent et qui a le droit de vote. Et c'est vraiment une construction mentale et intellectuelle qui rappelle effectivement disons, les a priori de Donald Trump. Alors, bien sûr que dans cette idée de leadership, il agit de marginaliser, je pense, les BRICS. L'impression quand même qu'on cherche surtout à marginaliser la Chine, parce qu'on ne voit pas la Chine venir gentiment occuper un siège à côté des îles Tonga. Ça me paraît quand même difficile. On a en plus créé un comité exécutif qui est lui aussi tout à fait symbolique et qui d'ailleurs en lui-même révèle aussi un petit peu le côté, on va dire artisanal, pour ne pas dire bricolé de cette institution, puisque on a à la fois là des personnes qui sont actives et importantes au Moyen-Orient, et puis tout d'un coup là, voilà, on a un ancien premier ministre britannique qui est mis là-dessus comme garantie, on va dire un peu de l'axe anglo-saxon. Mais voilà, il y a aucune légitimité à cet organe. Il n'y a là que des projections un tout petit peu un peu inquiétantes du point de vue même de la compréhension du monde. Et là, j'aimerais juste faire une petite remarque sur quelque chose qui m'a beaucoup frappé hier en suivant l'arrivée de Donald Trump à Davos. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de signes, inquiétants sur on va dire sa capacité Ah, à tenir son rôle. Je sais que ça lui plairait pas du tout qu'on dise ça, mais il y avait quelque chose de Biden dans la démarche, dans la descente de l'avion, dans l'arrivée vers le pupitre. Il y avait ensuite des incongruités dans le discours du genre, la confusion entre l'Islande et le Groenland, alors même qu'on c'était le sujet du jour. On peut pas dire qu'il était tout d'un coup pris au dépourvu, sur, un atoll dans le Pacifique. On parle du Groenland, il est là pour parler du Groenland et il confond avec l'Islande. Ensuite, il cherche dans la salle monsieur Zelensky, dont tous les journalistes disaient il l'avait lui-même chassé de Davos le jour précédent. Ça rappelle aussi monsieur Biden cherchant des défunts dans la salle. On a des allusions historiques un petit peu fantaisistes, confusion entre la grippe espagnole et la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on parle de la première, etc. Donc voilà, il y a énormément de choses de ce type-là, sans parler on va dire du fil du discours, hein, extrêmement décousu. Sincèrement, en écoutant ce personnage-là, j'ai tout d'un coup eu un sentiment d'extrême malaise tenant carrément à sa capacité. Alors c'est un très vieux monsieur. C'est un très vieux monsieur qui devait être très fatigué. On a vu avec intérêt l'animateur le lui rappeler. Et là aussi, c'est une petite chose qui me paraît pas être toujours l'effet du hasard. Quelqu'un a dû dire à l'animateur que il serait fatigué, qu'il faudrait faire attention, et l'animateur a cru bon de le rappeler. Ah, intéressant. Je note ça en passant parce que j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de gens qui ont dû se poser ces questions-là. Et du coup, la question de Donald Trump, combien de temps et après Donald Trump, qui est un facteur extrêmement important dans la crise qu'on vit aujourd'hui. Et si on parle par exemple que de la question de l'Ukraine, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais c'est évident que c'est un problème majeur de savoir si Donald Trump est un acteur de la solution, qu'est-ce qui arrive après lui? mmh, je voudrais un peu revenir sur la question de la Russie, si vous le permettez, et faire appel à vos lumières sur cette question. Parce que j'ai l'impression qu'on vit quand même en Europe et probablement dans l'Ouest d'une manière générale, dans une sorte de bulle. Je dis bulle parce que c'est un sentiment qui ne s'étend pas du tout au-delà du monde occidental, de sans même parler de pour ou contre, mais une sorte de hystérisation autour de la question russe et de Poutine. Il y a une perception de Poutine comme, heu, de toute façon quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, qui les a volées, qui est là. C'est quelque chose qu'on entend très souvent sur des médias nationaux français, publics. Le fait que Poutine aurait de toute façon volé les élections, il n'a aucune légitimité, que les Russes rêvent au fond
de le chasser, qu'il serait malade et cetera. Ce faisant, on ne regarde absolument pas ou presque pas ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe ailleurs. Il y a une sorte surtout depuis le début de la guerre en Ukraine, mais déjà avant ça, il y a une forme de je ne sais pas comment qualifier ça, ça me paraît presque psychologique, en fait. Il y a une sorte de focus qui est mis sur Poutine et sur la Russie, comme si c'était quelque chose qui aujourd'hui, nous menaçait, était à notre porte. On voit la Suède qui rentre dans l'OTAN, la Finlande et on parle du chef d'état-major français qui dit qu'il va il faut se préparer à voir nos enfants partir mourir à la guerre, enfin des trucs complètement fous. Comme si c'était quelque chose de réel, alors que la réalité, cartes, chiffres, de l'industrie, démographie, nous rappelle que tout ça, c'est du vent, ça n'a aucune réalité. Comment est-ce que vous, qui connaissez vraiment bien la Russie, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène, je dirais, de dissonance cognitive en Europe et aux États-Unis par rapport à la Russie? Alors c'est effectivement un phénomène, extrêmement frappant et extrêmement, inquiétant, moi je dirais même atterrant. Vraiment pour quelqu'un qui, comme moi, qui on va dire une quarantaine d'années, n'a pas cessé de circuler dans cet univers, au sens large de l'univers post-soviétique. Ça vaut aussi bien pour l'Ukraine que la Russie ou l'Asie centrale. Caucase, il est frappant de voir, de mon point de vue, la difficulté que, les occidentaux et peut-être, encore plus particulièrement les Européens quand même, ont à comprendre quelles sont les perceptions que d'autres peuvent avoir. Bien entendu, en Russie, on a un très large éventail de perceptions. Déjà, la première erreur consiste à imaginer et à confondre la Russie avec Vladimir Poutine. C'est quand même un pays de 140 millions d'habitants. Il y a énormément de forces sociales, ethniques différentes. Il y a des milieux dans la politique russe dont visiblement on soupçonne même pas l'existence ici. Il y a bien sûr le camp des libéraux, des démocrates qui nous ressemblent, avec lesquels on a forcément très facilement des liens et des sympathies, qui peuvent être extrêmement minoritaires selon les moments. Et puis il y a des durs, et il y a une immense partie de la population qui cherche d'abord à vivre un peu mieux, à être un peu tranquille, à essayer de profiter de quelques années de prospérité après tant de heurts, après tant de difficultés dans les années, la fin des années du XXe siècle, les années 90, qui ont été terrifiantes pour la Russie, pas seulement pour la Russie d'ailleurs, pour l'ensemble du monde post-soviétique. L'Ukraine a payé encore plus cher que la Russie cette période. Pour moi, il y a un phénomène là qui est très frappant, c'est que effectivement, recherche de la compréhension de ce que l'autre peut imaginer, croire, percevoir, de ce que l'autre peut espérer, de ce que l'autre peut craindre, a complètement disparu. A disparu au profit de projections, de nos propres manières de voir les choses, souvent des clichés éhontés, et on essaye de construire avec cette fiction une politique. Et pour moi, c'est une impossibilité absolue. Donc on n'a pas compris comment, entre guillemets, l'adversaire réfléchit, de quoi il a peur. Comment peut-on imaginer trouver des solutions? C'est aller chez le docteur et de lui demander des médicaments sans avoir le diagnostic. Alors c'est quand même un exercice difficile. Et ça, c'est extraordinairement frappant. Il y a plusieurs explications à ça. Je pense il y en a une qui est, on va dire, presque générationnelle. On a maintenant des dirigeants ici en Europe qui n'ont pas connu la Russie de l'époque soviétique, et qui n'ont pas non plus un rapport très important avec ce pays, un petit peu marginalisé quand même dans l'histoire, enfin dans le processus européen, et qui donc jugent sur des éléments extrêmement superficiels, et qui sont très souvent des images hostiles de la Russie, des images historiques. On le sent par exemple, cette idée que, je sais pas, Vladimir Poutine est un descendant du communisme. C'est juste, c'est grotesque. Vladimir Poutine déteste les communistes, mais déteste les communistes. C'est vraiment, chez lui, c'est même, on va dire, un biais extrêmement important. Alors par contre, il est extraordinairement attaché, on va dire, à l'histoire de la Russie, dont on l'adapte un tout petit peu aussi, hein, ça c'est tout à fait clair. Il n'est pas le seul à le faire d'ailleurs, mais il le fait. Et, par contre, cette solidité de la Russie, l'importance de la Russie sur la scène mondiale, ça oui, ça chez lui c'est très important. Mais on a des éléments comme ça disparates et extrêmement faux. Moi, j'ai le sentiment qu'on est là dans l'application effectivement des théories connues sur la dissonance cognitive, notamment les théories
de l'américain, Robert Jervis, qui travaillait, à la fin du 20e et au début du 21e, à l'université de Columbia, qui était un politologue, mais qui a essayé d'appliquer, enfin de mélanger un petit peu les expériences, on va dire, de justement des sciences cognitives et de la psychologie, avec les décisions, disons les décisions de la science politique. Son idée, c'est comment est-ce que je peux comprendre les décisions de quelqu'un à partir des éléments de psychologie? Et là, on voit apparaître, sa règle fondamentale qui est de dire: «Contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'être humain ne, croit pas ce qu'il voit, mais il voit ce qu'il croit». Parce qu'on a une construction, si vous voulez, d'un cadre mental, auparavant qui est formé à partir de notre, jeune âge adulte. Je ne veux pas vous passer toute la théorie, mais qui est assez C'est fondamentale. notre biais cognitif. C'est ça, un biais cognitif qui est presque irréformable. Donc à partir du moment où on s'est mis un certain nombre d'idées et qu'on a considéré, bien sûr, que nous sommes la référence, chacun est sa référence. Donc à partir du moment où nous sommes la référence et nous sommes le bien, je vais chercher le mal qui, me permet précisément de m'identifier et de me construire. Et dans le processus européen aujourd'hui, on sent extraordinairement ça, c'est-à-dire la Russie devient une raison d'être de l'Europe, une raison négative. On construit l'Union européenne contre la Russie. Alors ça, pour moi, c'est d'abord un désaveu complet de la vision des fondateurs, mais c'est aussi une impasse. Moi, j'ai 2 réactions par rapport à ça. D'abord, ce biais cognitif dont on parle et qui me paraît extrêmement réel, hein, moi j'ai vécu ça dans nos institutions de la Confédération. Mais ma question, est-ce il n'est pas construit délibérément peut-être, par certaines élites euro-atlantiques qui ont intérêt à reproduire ces dissonances ou ce biais cognitif? Ce que vous disiez tout à l'heure me rappelait la propagande britannique de la deuxième moitié du 19e siècle, l'époque où l'Angleterre était en compétition directe contre la Russie, surtout pour le contrôle des détroits, donc de la mer Noire, et restes de l'Empire ottoman, et puis évidemment de l'Asie centrale et des zones, disons, situées entre l'Inde colonisée britannique, et puis la Russie. Et à cette époque-là, il y avait délibérément des campagnes de russophobie, on parle de la deuxième moitié du 19e siècle, qui étaient sciemment lancées par les autorités britanniques à travers les journaux britanniques pour mobiliser l'Europe, pour mobiliser la population britannique. Et un des aboutissements de cela, ça a été la fameuse guerre de Crimée de quoi 1853-56, si mes souvenirs sont corrects. Et d'ailleurs, la Neue Zürcher Zeitung, qui en Suisse aujourd'hui est quand même un des fers de lance de ce biais cognitif, appelait à l'époque la guerre de Crimée à ce que la Suisse envoie 12 000 soldats aux côtés des forces françaises et anglaises. Et puis ensuite, il y a eu la révolution bolchevique, le macartisme. Enfin, on peut voir que dans l'histoire, pratiquement depuis la moitié du 19e siècle, vous avez ce sentiment, ce biais cognitif, mais sciemment soigné par certaines élites européennes, anglo-saxonnes, aujourd'hui on dirait euro-atlantiques, dont l'objectif c'était d'abord de contenir, d'endiguer la Russie. Et puis un des autres objectifs, contenir la Russie, voulait aussi dire éviter l'alliance entre l'Allemagne et la Russie. Et aujourd'hui encore, je me demande si un des objectifs de la Russie, un des enjeux de la guerre en Ukraine, ce n'est pas l'Allemagne. Et à ce sujet, c'est ma deuxième question, vous n'aurez pas remarqué que le chancelier Merz, juste avant Noël, je crois que c'était ses vœux de Noël, le 31 décembre, ou ses vœux de Nouvel An, a dit: «Oui, la Russie est un pays européen quand même, il faudra un jour ou l'autre qu'on s'en souvienne». Un discours qu'on n'entendait pas du tout dans la voix des Allemands depuis 2015 et puis a fortiori depuis 2022. Alors est-ce que l'Allemagne est, comme elle l'a fait régulièrement à travers son histoire, d'osciller, de passer de nouveau plus du côté de l'Est, ou est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement de pendule comme ça de l'Allemagne qui est très à l'ouest, très très à l'ouest, à plusieurs égards on pourrait dire, et qui est en train maintenant de se rediriger vers ce qu'a été sa position naturelle, c'est-à-dire un jeu d'équilibre entre l'Est et l'Ouest? Alors sur la question on va dire du biais cognitif, collectif, historique et de sa manipulation, je pense qu'effectivement, c'est une évidence que ces biais cognitifs, on va dire ces clichés, ces projections que nous avons, sur les autres, on pourrait prendre d'autres cas, hein, sur le monde musulman. Dieu sait qu'on en fait usage, et on l'a vu ça pendant
la crise à Gaza. De la même manière, je suis sûr que des spécialistes de l'Inde nous diraient la même chose sur l'Inde, la même chose sur la Chine, et cetera. Et il faut pas l'oublier, il existe bien sûr dans le sens inverse. Donc moi, je le vois aussi en Russie. Beaucoup de Russes, par exemple, ont maintenant une image de l'Europe qui est extraordinairement différente de celle que nous avons nous-mêmes. Un pays complètement décadent, où il n'est pas possible de sortir, qui est complètement noyé dans l'immigration, où il y a plein justement de musulmans réfugiés qui sont prêts à violer les filles. C'est une vision apocalyptique, cadente de l'Europe, qui fait partie de ça, qui est également soignée par les autorités, par le discours dominant, agressif. Ce qui est préoccupant, mais intéressant en même temps, c'est que si on reprend notre cas, c'est que beaucoup de gens qui diffusent ce discours, je pense, sont fondamentalement convaincus qu'il est juste, qu'il y a cette idée profonde que finalement nous savons et moi je suis le bien, je suis la référence, c'est moi les valeurs fondamentales, parvient à subsister alors même que dans les faits, très souvent, on est totalement incohérent. Comment expliquer que nous sommes atterrés par la violation du droit international absolument caractérisée, qui a été l'attaque de l'Ukraine par la Russie, mais qu'on peut tolérer ensuite le génocide ou le quasi-génocide qu'on a vu à Gaza sans que des mesures internationales soient prises. Comment peut-on ensuite considérer que le kidnapping de Maduro n'est pas une violation du droit international aussi grave, et cetera, et cetera. Donc, cette incohérence complète dans les discours qui maintenant apparaît, saute aux yeux du public, ben, pose un vrai problème politique. Elle va poser un très grave problème politique aux élites, parce que les gens voient ça, ne comprennent plus rien, et face à des discours contradictoires qui ne correspondent plus à ce qu'ils voient eux-mêmes, eh bien voilà, ils ont ce biais cognitif. Ils continuent à penser qu'il y a un gentil, il y a un méchant, alors que bien sûr on est dans une guerre. Dans cette guerre, il y a des atrocités de part et d'autre. Il y a un agresseur, il y a un agressé, c'est sûr, mais il y a aussi des raisons. Il y a aussi une histoire derrière. Et encore une fois, si on refuse de voir ça et qu'on se substitue à cette réalité historique en y mettant simplement des sortes de projections morales très superficielles en plus de ça, on va pas arriver à un conflit. Donc, quelque part, la position européenne en particulier est le fruit de ça. L'Europe est complètement hors jeu parce que depuis le début, elle suit une voie qui ne lui permet pas d'entrer dans la réalité de ce conflit et de comprendre la place qu'elle pourrait y jouer. Et notamment la question refus, du refus conscient du dialogue. Comment est-ce qu'on peut comprendre quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution en refusant le dialogue? Ça, faut vraiment m'expliquer ça. Je peine vraiment à comprendre la position européenne, ou quelque part, je la comprends que trop bien sur les rapports de force internes, mais fondamentalement, elle s'est mise elle-même hors jeu. Et aujourd'hui, alors qu'elle se retrouve finalement avec un adversaire quelque part encore plus inquiétant qui lui tire dans le dos et qui est l'allié éternel que sont les États-Unis, elle est sans possibilité de revoir ses alliances, réfléchir à d'autres équilibres. Ça va venir quand même, mais ça va prendre du temps et ça va être assez douloureux. Mais Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas justement, un début juste de réflexion en Allemagne? Déjà, l'AfD qui, elle, serait pour renouer avec la Russie en tête de tous les sondages. Et puis Merz, maintenant, qui dit quelque chose de plutôt positif. La Russie est un pays européen. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas entendu il y a une année. Tout à fait. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs petits signes, pas seulement en Allemagne, effectivement, d'une évolution ces dernières semaines. Je pense que justement, l'impasse dans laquelle l'Europe se trouve, notamment dans le cadre de la gestion de la solution ukrainienne, amène quelques-uns des dirigeants européens à revoir un tout petit peu leur position. C'est le cas de Macron qui a dit qu'il faut qu'on reparle avec Poutine. C'est quand même assez nouveau. Et puis, c'est le cas de Merz, effectivement, qui lui aussi est sorti un peu de l'imagerie de la civilisation que nous représentons face à la sauvagerie des Russes. Je rappelle quand même que le président du Conseil européen a fait quelques sorties en expliquant que nous étions un jardin bien entretenu, ouais. et qu'en face de nous, on était menacés par la mauvaise herbe et la jungle qui nous entoure. C'est des discours du XVIIe siècle, du XVIIe, XVIIIe siècle. On est retombé là. Donc c'est hallucinant de se dire que les dirigeants de l'Union européenne sont capables d'articuler des réflexions de ce genre. Donc on est sorti de là par la réalité des faits, qui fait que les Européens se rendent bien compte que s'ils veulent avoir la moindre chance d'influer
sur la situation et sur la solution, il faut revenir au dialogue. Mais après presque 4 ans, où on nous a expliqué, ou disons 3 ans, parce que ça fait quelques mois que ça a un peu bougé, mais presque 3 ans où les dirigeants européens nous ont absolument assuré avec la plus grande véhémence qu'il n'était pas possible de dialoguer. Et tout d'un coup, Donald Trump, qui prend son téléphone, et voilà, l'Europe est hors jeu. Alors, Terminé. justement, heu les attitudes sont en train de changer, mais elles sont aussi dictées par le terrain. Enfin, pour ceux qui regardent un petit peu depuis quand même très longtemps, on comprend que s'il n'est pas certain que les Russes puissent gagner cette guerre comme ils l'entendent, il est en tout cas certain que l'OTAN ne peut pas la gagner à travers l'Ukraine. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est garanti. Les gouvernements qui perdent des guerres sont ensuite gravement, sanctionnés par leurs électeurs. On est face à une guerre, qui dit assez mal son nom parce qu'au fond, la Russie a attaqué l'Ukraine, mais elle s'en est prise à l'OTAN. L'Ukraine se défend, en fait, en première ligne de l'OTAN pour essayer de sauver les meubles. Ça ne marche pas. On voit que, décidément, ça ne marche pas. Quelles sont les conséquences à envisager pour l'Europe, dont vous avez souligné tout à l'heure l'impéritie face à cette situation, en termes de pouvoir politique et de stabilité politique au cas où une victoire russe venait à s'imposer. Alors, je commencerai par la fin en disant que je pense que l'effort général auquel on assiste aujourd'hui, ça va être de tenter de nous décrire l'issue de cette guerre qui est quand même probable. On est quand même dans une situation où on peut s'attendre, au moins en termes militaires, à plus qu'une pause, un arrêt des hostilités sur le terrain. Et je crois que l'effort principal consiste à essayer de transformer ça en victoire partielle. Il y a déjà eu des exemples de ça, y compris dans la crise ukrainienne, lors de la première grande crise militaire de 2014, début de l'automne, fin de l'été 2014, où l'armée ukrainienne s'est retrouvée dans une situation extrêmement difficile, qui a obligé le gouvernement ukrainien à déposer les armes et à signer ce qui étaient les accords de Minsk I. En réalité, l'armée ukrainienne a subi une totale, et ça a été transformé en sorte de justement d'accord de paix. Il y a aujourd'hui dans les moyens de communication dominants la capacité de transformer des faits et des réalités, même militaires, dans quelque chose d'un petit peu plus atténué. Je pense qu'on va voir ça quelque part. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment le plus grave si ça évite à l'un ou à l'autre de perdre la face? Donc, c'est pas forcément complètement négatif. Mais vous avez raison, sur le terrain, on a une situation qui met les Russes, maintenant depuis 2 ans, dans une position de pression de plus en plus forte et de gains très réguliers. Lents, mais très réguliers. Et quelque part, là aussi, si on caricature un peu la position russe, c'est simple, et c'est bien là-dessus d'ailleurs qu'achoppent les dernières discussions, c'est on veut absolument récupérer le Donbass, l'ensemble du Donbass, et notamment la province de Donetsk, soit il nous faudra du temps et on le fera par la force, soit vous acceptez de retirer les troupes ukrainiennes et on peut imaginer des échanges d'autres parties de territoire que nous avons conquis et que nous revendiquons. Ça, c'est un peu on va dire, le dernier calcul, et on voit bien que aujourd'hui, une partie de l'effort des Occidentaux et des Américains en particulier consiste à donner assez d'arguments aux Ukrainiens, ukrainiennes, accepter cette couleuvre, c'est d'avaler cette couleuvre qui va être extrêmement difficile quand même pour un gouvernement d'accepter de céder des territoires qu'il contrôle et qui n'ont pas été conquis par l'adversaire. Mais la réalité militaire, elle est là, et c'est effectivement la réalité militaire qui détermine fondamentalement le rapport de force et donc l'issue du conflit. Ça, c'est incontournable. Alors bien sûr, on peut toujours avoir des très gros imprévus. Imaginez que, je sais pas, tout d'un coup que Vladimir Poutine meurt, qu'on ait une crise au Kremlin, il y a des tas de choses qui peuvent surgir, donc on ne peut jamais dire que c'est irrémédiable ou inexorable, que de toute façon la Russie a gagné, on n'en sait rien. Mais ce qui est vrai, c'est que sur le terrain, pour l'instant, son rapport de force est extrêmement favorable, et que la position des Ukrainiens et des autorités ukrainiennes est extraordinairement difficile. Et donc là, il y a vraiment le nœud de la chose. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça va produire comme effet? Là où on voit aussi que une des questions importantes, c'est sur le devenir de l'Ukraine. Parce que du côté des Russes, obtenir une victoire militaire qui ne sera pas complète,
tout le monde comprend bien, y compris à Moscou, que l'armée russe ne va pas occuper l'ensemble de l'Ukraine. Elle ne le peut pas, elle ne le pourrait pas, même s'il le voulait, et qu'elle n'aura pas en fait le contrôle d'un gouvernement ukrainien comme elle a pu l'avoir en Europe de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y aura un gouvernement ukrainien, il va falloir travailler avec. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la garantie que les choses, du point de vue russe, mais ce sera aussi le cas bien sûr du côté ukrainien, pas durable. Là revient la question de notre ami Donald, parce que si tout d'un coup, Donald Trump n'est plus président des États-Unis, qu'est-ce qui va empêcher une administration américaine de revenir en arrière sur les décisions prises auparavant? Ça, c'est une des préoccupations importantes à Moscou. Un des deuxièmes éléments, c'est le gouvernement ukrainien qu'on peut attendre après une issue militaire de celle du genre de celle qu'on pressent, sera très vraisemblablement nationaliste, très vraisemblablement revanchard, et donc, on va dire que les Russes se sont tirés à la mitraillette. Parce que s'ils dénonçaient un régime, guillemets, nazi à Kiev, ils risquent d'en avoir un en phase 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un régime comme ça et comment est-ce qu'on pourra le contrôler? Donc, il y a énormément de questions profondes qui sont posées pour l'après cessez-le-feu, mise en place d'un régime de paix entre l'Ukraine et la Russie qui va prendre beaucoup de temps. Et une des questions fondamentales aussi, c'est pour les Européens, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on doit instaurer comme type de rapport avec Moscou pour favoriser des gens qui, à Moscou, une fois que la transition sera terminée et une fois que la succession de Vladimir Poutine sera engagée, et elle viendra inexorablement celle-là, il est âgé lui aussi, on favorise finalement, on va dire dans la course au pouvoir, les gens qui sont pour le dialogue. Ça, c'est des questions que les Européens devraient se poser. Et de nouveau, l'attitude consistant à dire non, rien de, on continue, on arme et pas de dialogue, consiste à aider objectivement le camp des durs à Moscou, y compris dans la phase qui vient. C'est une absurdité du point de vue politique. Et là, à l'inverse, je pense que Donald Trump a mieux compris. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dirigeant européen aujourd'hui, vous vouliez lancer des signaux pour les Alors, gens, disons, plutôt favorables au dialogue avec l'Europe? Alors, Dieu soit loué, je ne le suis pas, mais disons, moi, je pense que dans tous les cas, on doit absolument discuter. Je pense que Ouais. fondamentalement, la position géographique de l'Europe, son histoire, ses valeurs sont attachées précisément à cette idée de dialogue. Ça n'implique pas qu'on soit d'accord avec l'adversaire, ça n'implique nullement qu'on accepte tout ce qu'il fait. Mais c'est le début de la raison. Et je dirais que notre position géographique entre les États-Unis et la Russie aurait dû conduire logiquement l'Union européenne et l'Europe en général d'ailleurs à essayer de garder des liens avec tout le monde pour jouer justement les entremetteurs, pour jouer les intermédiaires. Et la position, on va dire, naturelle de l'Europe, de mon point de vue, sur une crise comme l'Ukraine, était davantage celle que la Turquie a adoptée. Grosso modo, alors, il y a une violation du droit international, elle est indéniable, elle est inacceptable parce que c'est une règle qu'on peut pas bafouer comme ça si on veut construire un ordre mondial. Les Russes l'ont commis, ils doivent en répondre. On est du côté de l'Ukraine, on soutient l'Ukraine, surtout sur les questions humanitaires, mais même militaires, on peut aller loin dans cette direction-là. Mais on parle avec l'autre tout le temps. On réfléchit, on écoute ce qu'il dit, on cherche des solutions. On n'est pas en train d'allumer, de verser des jerrycans d'essence sur la crise comme on l'a fait sans arrêt. C'est une absurdité. Surtout quand on sait qu'on a affaire à un État qui a l'arme nucléaire. Imaginer qu'on puisse le battre, pour moi, c'est insensé. Je veux dire, depuis le début, c'est insensé. Est-ce que la Malheureusement, logique il aurait fallu adopter cette attitude bien avant 2022. Là aussi, les torts sont partagés parce que la crise n'est pas que le fait des Occidentaux ou des Ukrainiens, certainement pas. Mais disons, ce que je suis frappé de voir, c'est qu'on nous raconte que la crise est le seul fait de la Russie. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Mmh. À partir de ce moment-là, on est déjà dans un déni de réalité qui rend difficile les solutions. Donc voilà, moi, je commencerai par le dialogue. Ensuite, il y a des tas de solutions. Il faut essayer de trouver effectivement des moyens de stopper ce carnage, parce que plus on le tolère, plus les choses seront difficiles à résoudre, plus il y aura de souffrance, plus les deux pays ont mis de combattants et sacrifié des combattants, plus il est difficile de faire des concessions derrière. Et ça, par exemple, je fais une petite parenthèse là-dessus aussi, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi les Russes tiennent absolument à avoir l'ensemble de la province de Donetsk ou du Donbass. Alors, il y a des raisons de politique intérieure, quelque part la promesse de cette guerre que, entre guillemets, libérer le Donbass, mais il y a aussi des raisons qui sont dues à la guerre. Dans les combattants du côté russe dans cette région, il y a des brigades entières qui sont issues de ces régions.
qui étaient en fait avant les milices des 2 provinces séparatistes de Lugansk et de Donetsk. Ces combattants, aujourd'hui intégrés dans l'armée russe, qui se forment des brigades spécifiques dans l'armée russe, sont extrêmement connus et reconnus dans la région. Les habitants font une grosse distinction au sein de l'armée russe entre les combattants qui viennent de cette région. Il y a des combattants qui viennent, qui sont tous des volontaires et donc aussi des gens dont on va dire les valeurs ne sont pas a priori sur des valeurs patriotiques. Donc ces gens-là, qui viennent de Sibérie, de l'Altaï, de l'Oural, etc., n'ont pas du tout le même comportement sur le terrain que on va dire les séparatistes. Ces séparatistes se battent même pas depuis 2022, mais depuis 2014, et exclus pour le Kremlin, dans une position de rapport de force favorable, d'abandonner les villes dont ils viennent. Kramatorsk, Slaviansk, ce sont des villes dont viennent, qui sont des foyers du séparatisme, dont proviennent beaucoup de ces combattants. Donc là, il y a une raison fondamentale aussi qui tient à l'issue de la guerre. Et ça, c'est on va dire, les aléas malheureux d'une guerre. La Russie pourrait craindre des troubles dans son armée si elle renonçait à rendre ces villes aux combattants qui se battent maintenant depuis 12 ans. Donc voilà. Et ça, par exemple, de nouveau, je trouve que c'est un facteur il faut saisir. C'est pourquoi la Russie insiste à ce point sur le retour de ces villes. C'est pas juste pour avoir des kilomètres carrés en plus. Et c'est une absurdité complète de l'imaginer. Il y a là des rapports qui tiennent à la composition ethnique, composition politique, rapport au sein de l'armée et aux promesses politiques en Russie. Si la Russie n'avait pas les moyens de l'assurer, ben, la question ne se poserait pas. Mais il se trouve qu'elle a les moyens. Fascinant, c'est un rage extrêmement important et que moi personnellement j'avais entendu nulle part, donc merci beaucoup pour ça Eric. David, encore un point à soulever? Moi, je pensais qu'il fallait qu'on conclue par une question qu'on aime bien poser à nos hôtes, qui est la question de savoir sur, une durée, disons, de 5 ou 10 ans. Est-ce que vous êtes on parle évidemment de la question ukrainienne et de la guerre qui se déroule malheureusement là-bas. Est-ce que vous êtes, optimiste ou pessimiste ou aucun des 2? Qu'est-ce que ça veut dire être optimiste dans ces circonstances, hein? Je dirais qu'être pessimiste, ça veut dire que la guerre s'enlise, qu'elle peut même, faire tache d'huile et nourrir d'autres conflits éventuels dans la région. Une issue optimiste, être optimiste, ça serait de dire que, on va arriver à la fin de la guerre prochainement, que, ça va s'apaiser, que l'Europe peut, réengager un dialogue et une coopération normale avec la Russie. Alors, disons, mon premier sentiment, c'est qu'on va aller dans les mois qui viennent, et je l'espère vraiment, d'abord vers un cessez-le-feu et au moins une cessation des hostilités sur le terrain. Il est évident, en revanche, le degré maintenant d'hostilité, de haine qui a été provoqué en Ukraine envers la Russie va perdurer longtemps. On est quelque part dans quelque chose et cette guerre d'ailleurs me rappelle très souvent la guerre, ce qu'on appelle la Grande Guerre d'hiver de 1939-1940 de l'Union soviétique contre la Finlande, avait démarré sur le même type de problème, c'est-à-dire la perception par l'Union soviétique, juste ou fausse. C'est de nouveau la même question que sur Oui. l'Ukraine. La question n'est pas de savoir si c'est juste ou faux. Quand quelqu'un a vraiment la perception, il l'a, et puis on est obligé de travailler avec. Et dans le cas particulier, c'était ça, le sentiment que juste après l'accord avec les Allemands et les nazis sur la Pologne, le pacte germano-soviétique, comme on l'appelle, l'Union soviétique, les dirigeants soviétiques étaient convaincus ils savaient bien que la guerre allait se produire avec l'Allemagne, et ils étaient convaincus qu'un des grands risques, c'était le passage par la Finlande. Donc ils ont essayé de convaincre les Finlandais de reculer leurs frontières d'une trentaine ou une quarantaine de kilomètres en échange de territoires que l'Union soviétique aurait donné dans le nord pour avoir la sécurité sur Leningrad. Leningrad, à l'époque, était à 32 kilomètres de la frontière, il faut se rappeler de quoi on parlait. Pour eux, c'était une menace extrême sur la deuxième ville du pays. Et pour ces motifs de sécurité, et pour des motifs qui tenaient à une alliance que les soviétiques, encore une fois, imaginaient, tort ou à raison, avec l'Allemagne nazie, entre la Finlande et l'Allemagne nazie, ils ont essayé d'obtenir un accord, on va dire léonin. Merci, vous devez reculer en échange, c'est comme ça. Et il faut nous donner encore une base militaire pour fermer le Golfe, des choses comme ça. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur la Crimée et ce qu'on a vu sur le Donbass. Et avec cette perception, et ça a négocié un moment, on n'est pas arrivé à un accord, la Russie s'est lancée dans la guerre, c'est très mal commencé, un peu comme l'Ukraine d'ailleurs, et pour finir, la force dominante, etc., a écrasé les Finlandais qui ont dû, un, renoncer à une alliance et devenir neutre après la guerre, deux, céder des territoires sur la frontière avec la Carélie, etc. C'est pas complètement nouveau ce qu'on voit là,
C'est assez malheureusement, classique dans les conflits internationaux et ça a mis du temps. On voit qu'encore aujourd'hui, les Finlandais sont marqués par cette menace et on les comprend. Moi, je les comprends très bien. Si on se met de leur point de vue, on doit faire cet exercice. Pour les Baltes aussi, pour les Polonais aussi. Il y a une histoire qui travaille là, qui est extrêmement, extrêmement cruelle. Mais il faut faire l'inverse aussi quand on est en crise avec les Russes et essayer de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tellement peur? De quoi est-ce qu'ils ont tellement peur? L'idée que, ah non, il y a aucun problème, et cetera, l'OTAN n'est qu'une version pacifique, c'est pas à vous, David Laufer, que je dois dire qu'il y a quelques autres souvenirs récents qui montrent que c'est Oui. pas si simple. Et donc, voilà, ces éléments-là, cet effort d'aller comprendre l'autre, de se mettre à sa place, encore une fois, pas pour applaudir, mais pour essayer de trouver la solution, ça, c'est la chose qui nous attend encore. Est-ce que l'Europe sera capable de le faire? Est-ce que les bouleversements qu'on voit maintenant, qui dépassent la crise ukrainienne, très largement, parce que c'est les rapports transatlantiques, c'est les rapports avec les États-Unis qui sont aujourd'hui en jeu. C'est quelle est la position de l'Europe? Est-ce qu'elle est capable de répondre à ça? Tout à l'heure, j'écoutais le débat à Davos avec plusieurs des ministre de la Défense européen et le secrétaire général de l'OTAN sur ce sujet. Est-ce que l'Europe est capable de se défendre? Quand on entend les Polonais là, aujourd'hui, qui nous expliquent que le Danemark, c'est pas grave, il faut quand même pas exagérer, cette histoire du Groenland, ce qui est essentiel, c'est les États-Unis. On a de quoi être pessimiste sur la capacité de l'Europe de se défendre. Et je crois aussi que, y compris dans le personnel politique, on va avoir de tels changements, volontaires ou involontaires. Qu'est-ce qui va se passer en France? Qu'est-ce qui va se passer en Allemagne? Qu'est-ce qui va se passer en Grande-Bretagne? Qu'est-ce qui va se passer avec la Commission européenne, où on a en réalité une tête de l'Europe qui est complètement atlantiste et qui apparaît paniquée parce que ce qu'elle voit tout d'un coup surgir devant elle. Tout est en train de foirer là pour la Commission européenne. Le Mercosur, l'idée de geler les avoirs russes, la crise en Ukraine, le Groenland, c'est juste effrayant. C'est totalement perdu. Qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Comment est-ce que l'Europe va changer? On le sait pas. Et on peut espérer qu'on trouve une Europe capable de réécouter, capable de voir qu'il y a des liens différents à avoir avec ses voisins, doit s'entendre avec ses voisins, tous, tous. C'est le cas de l'Ukraine et c'est le cas de la Russie. Et on peut aussi se dire que ça prendra sans doute beaucoup de Je peux Eh ben, proposer une dernière question, David? c'est On pas parle moi qu'il d'Europe. faut. On n'a pas parlé de la Suisse et c'est dommage, ça sera pour une prochaine émission. Juste pour faire suite à ce que vous venez de dire sur l'Europe, ou tout foire, le Mercosur, tout ça. J'aimerais que vous disiez en un mot, oui, non, ou je sais pas. Qu'est-ce que vous allez voter lorsqu'on devra voter sur les bilatérales 3? Je sais pas. Je sais pas parce que moi, je suis un Européen de cœur, je suis un Européen convaincu. Je pense que notre avenir passe par une appartenance à ce continent. La manière dont l'Union européenne est conduite aujourd'hui, totalement contraire à, je pense, aux valeurs qui l'ont fondée. Alors, on va dire, quelle est la mesure entre les éléments tactiques, conjoncturels et ceux qui sont stratégiques, fondamentaux? Derrière ces questions, il y en a d'autres. Pour moi, la Russie, c'est aussi l'Europe. C'est pas l'Union européenne, c'est clair, mais c'est l'Europe. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, de construire des rapports très différents entre l'Union et l'Ukraine et l'Union et la Russie? Je doute énormément. Je pense que, contrairement à ce qu'on nous raconte, l'Ukraine et la Russie, les bons et les mauvais côtés, sont des pays qui se ressemblent beaucoup. Et l'idée même de l'Union d'aller essayer de créer finalement des avatars européens en Ukraine, et puis d'imaginer qu'à l'inverse, on a le diable du côté russe, est tellement grotesque quand on connaît la réalité des uns et des autres, que pour moi, c'est voué à l'échec. J'ai de la peine maintenant disons, je suis très critique de la manière dont l'Europe réagit à cette crise, je dirais très malheureusement, parce que c'est contraire aussi à mes convictions profondes. Mais la question des bilatérales, s'il se posera dans un contexte tellement différent, tout ça, où est-ce qu'on en sera? Où on sera l'Union européenne là, quand on va voter? L'Union européenne, un jour, elle apparaît comme une protection pour la Suisse en se disant: «Oh, on a besoin de quelque chose de plus grand parce que quand on est face aux États-Unis, on a besoin d'eux», certes. Et puis le lendemain, quand on voit la gabegie absolue qui règne au sein de l'Union européenne et les velléités belliqueuses des uns ou des autres, on se dit: «Ouh là là là, non, il vaut mieux qu'on reste tranquillement de notre côté en tant que tel». Une conviction pour moi là-dedans, par contre, il faut qu'on soit extrêmement ferme sur la défense de notre neutralité. Ça reste extrêmement important. Eh bien, On est d'accord. que ce soit la conclusion de cet entretien extraordinaire, la défense de la neutralité, sujet sur lequel on est déjà revenu plusieurs fois et qu'on continuera d'explorer. Merci beaucoup pour ces propos très éclairants sur
la Russie, l'attitude de l'Europe par rapport à la Russie et sur ce qui nous attend. J'espère on espère, nous espérons vous accueillir à nouveau très bientôt sur le podcast. Excellente soirée, à très bientôt. Merci, merci de Bonsoir, l'accueil. merci beaucoup Eric Oesley.